Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue au podcast Leader Résilient. Aujourd'hui, on reçoit Nadine Beaupré, coach professionnelle. Bonjour Nadine et bienvenue à cet épisode. Merci Nadine de m'avoir invitée. Bien heureuse d'être ici avec toi. Ben merci. Écoute, aujourd'hui on parle de résilience. J'aimerais savoir un peu ton avis sur qu'est-ce que la résilience. La résilience pour moi, c'est d'être capable de pouvoir rebondir suite à une épreuve Mm-hmm. et d'être capable de la nourrir au quotidien. OK. Et toi, qu'est-ce qui nourrit ta résilience au cours de ta vie? Je dirais d'avoir osé, d'avoir foncé, d'avoir recommencé, persévéré et aussi, je dirais, de célébrer les moments où est-ce qu'on a réussi à rebondir. Je pense que c'est parfois une étape qu'on oublie de célébrer et puis ça, ce n'est pas à sous-estimer quand on veut enrichir notre résilience. Et je te dirais que ça a possiblement commencé dès l'âge de 15 mois, quand mes parents ont décidé de m'initier à mon premier sport, qui était d'apprendre à flotter sur le dos. Ce qu'on doit savoir, c'est que dans les années 70, il y avait un homme qui était très populaire qui s'appelait Jean Lacourcière, de par ses cours de natation. Et puis lui, sa méthode, c'était de littéralement jeter les bébés dans la piscine pour qu'ils activent leur instinct de survie et apprennent à se retourner sur le dos pour flotter. Et ça, malgré la prise de différents bouillons dans la piscine. Et puis, j'ai eu la chance par la suite de poursuivre dans des cours de natation avec ce professeur-là qui m'a appris la discipline, la rigueur d'entraînement, de pouvoir développer aussi une certaine résilience mentale, physique à travers des compétitions. Et puis par la suite, ben, mes parents m'ont aussi initié à apprendre le ski nautique, slalom, le judo, la danse, le théâtre, d'écrire mes émotions. Donc, durant la période de l'adolescence, d'être capable de pouvoir m'exprimer à travers la poésie. Et tout ça a aussi enrichi la résilience, même qu'à une certaine époque, mon père nous encourageait, les trois enfants, à contribuer à des travaux manuels parce qu'ils avaient un chalet au bord de l'eau. Donc, on a appris à pelleter de la terre, défricher le terrain, et puis nettoyer la coque du bateau, là, comme Karate Kid. Là. Donc, j'ai développé de la résilience, de la résistance physique. J'ai appris c'était quoi la valeur de l'effort et puis d'être fier et de la récompense, même si on passait à travers des moments qui étaient exigeants. Et très jeune, vers 23 ans, j'ai été appelée à relever mon premier défi de gestion, donc d'être responsable d'équipe de travail. Et par la suite, dans ma carrière, j'ai eu à relever là, différents défis en lien avec la transformation dans les organisations, beaucoup de gestion de changement, d'instabilité aussi dans les organisations. J'ai été appelée à changer d'emploi régulièrement tous les 18-24 mois parce que dans les années 90, début 2000, il y avait beaucoup de bouleversements dans les organisations. Donc, tout ça a amené aussi à nourrir ma résilience. Et bien sûr que le fait aussi de devenir maman, d'avoir deux enfants, dont un qui a des difficultés d'apprentissage, d'être mariée aussi à un conjoint depuis plus de 30 ans, dans lequel on a vécu beaucoup de choses ensemble, tant des moments heureux que des défis qu'on a dû relever en couple. Ce que je dirais qui a finalement mis un peu une boucle également sur la résilience que j'ai su développer jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée à dire qu'on est totalement résilient puis qu'il n'y a rien d'autre qui va venir nous ébranler dans la vie. Je me suis initiée au yoga il y a plus de 15 ans et puis depuis les 2 dernières années,
j'ai décidé de devenir professeur de yoga. Donc, ça aussi, c'est venu renforcer, enrichir ma résilience pour pouvoir mieux l'offrir aussi aux gens qui m'entourent. Wow. C'est très, très riche ce que tu nous partages, Nadine. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer le côté positif que tu donnes à tous les défis que tu as relevés là, depuis l'âge de 15 mois que ta mère t'a garoché dans la Oh, piscine. ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ben, j'ai fait pareil Elle avec la voulait pas, hein? Elle voulait pas. Mais je te remercie sincèrement d'avoir partagé tout ça. Puis c'est le fun de regarder ça de façon positive. Puis je suis convaincue que quand tu étais dans le moment, c'était pas toujours évident. Hein? Wax on, wax off, dans le gros soleil, ou dans le grosse pluie, puis avec les maringouins, puis tout ça. Pas toujours le fun, hein? Si je me souviens bien, il y a un collectif littéraire qui vient d'être publié, qui s'intitule Ma résilience en affaires. Et je comprends que tu es l'une des 14 co-auteurs, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, je l'ai ici. Donc, Et ce livre-là dont tu parles. ah, super beau, merci. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager en lien avec ce livre? Mais c'est un beau projet qui a été initié par la maison d'édition Un chapitre à la fois, qui avait repéré, au début c'était 15 co-auteurs qu'ils avaient repérés pour pouvoir contribuer à ce collectif littéraire. Dans le fond, ils recherchaient des gens, des monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils voulaient créer un livre beaucoup plus accessible aux gens qui hésitent à se lancer en affaires ou qui ont un projet d'affaires ou qui ont le désir de devenir entrepreneurs. Puis oui, il y a plusieurs livres qui sont disponibles qu'on peut s'inspirer de gens qui ont très bien réussi dans l'entrepreneuriat. Mais leur objectif à eux était de rendre plus accessible l'entrepreneuriat et permettre à des gens de concrétiser leurs rêves. Également, leur objectif à un chapitre à la fois, c'était d'accompagner aussi les gens à l'écriture. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une histoire qui est inspirante, mais on ne sait pas comment la transposer par écrit. Donc, eux offrent cet accompagnement-là de pouvoir nous aider à mettre sur papier et à transmettre nos idées d'une façon claire et concise parce que on avait à contribuer chacun à l'écriture d'un chapitre. Donc, on devait choisir une tranche de vie ou des éléments qui étaient pertinents dans notre vie à partager et pour lequel on voulait transmettre au suivant une inspiration pour que les gens se sentent habilités à pouvoir opérationnaliser, mettre en action leurs idées ou leurs rêves à leur tour. Fait que ce qui est riche dans ce collectif littéraire-là, c'est que c'est des histoires très personnelles, c'est des histoires qui sont variées aussi, tous des gens qui ont vécu des moments difficiles à quelque part dans leur vie et qui ont réussi à travers cette tranche de vie-là qu'ils partagent à créer une entreprise. Donc, c'est à travers ces moments difficiles-là qu'ils ont su rebondir et permettre de créer ce qu'ils ont créé comme entreprise aujourd'hui. Oui, et puis Dieu sait qu'on a besoin de résilience en entrepreneuriat. On peut pas prédire c'est quoi le futur, on peut juste le viser puis avancer un peu à tâtons à l'intérieur de ça. Donc, des fois, la vie nous ramasse pas à peu près, hein? Oui. Donc, il faut savoir rebondir. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te permettre de rebondir quand tu vis des moments difficiles dans ta vie? Ben, tu l'as très bien dit, hein? La vie nous surprend parfois, puis nous amène à vivre des épreuves là, qui nous shake, qui nous transporte complètement ailleurs et pour lequel on se sent parfois tellement impuissant, même si on a des belles ressources internes, même si on est bien entouré, on n'est pas à l'abri de ce que la vie peut mettre sur notre chemin. Et je te dirais que ce qui m'a permis souvent de mieux rebondir dans ce que j'ai eu à vivre, c'est d'avoir eu l'humilité et aussi le courage de demander de l'aide et de savoir bien m'entourer. Ça, c'est une pratique souvent qu'on dit aux gens de dire assure-toi de bien t'entourer.
Et savoir bien s'entourer, c'est d'avoir une équipe qui est multidisciplinaire, même quand on vit des choses qui sont difficiles dans notre vie, c'est d'être capable de connaître, oui, les forces sur lesquelles on pense qu'on va pouvoir s'appuyer, mais en même temps, quelles sont les complémentarités et les forces des autres ou les ressources externes qu'on va avoir de besoin. Et ça, ce que ça demande aussi pour rebondir, c'est que parfois les gens, quand on vit des moments difficiles ou des épreuves, ils nous invitent rapidement à vouloir passer à l'action tout de suite, à mettre ça de côté, à oublier, à, à viser vers l'avant, etc. Alors que quand on vit des épreuves, il y a quand même une portion ou un moment clé qu'il est important d'être immobile, si je peux dire, ou d'être capable de prendre du recul, ou d'être capable d'accepter que pour le moment, on n'est pas capable de faire ce qu'on souhaiterait faire à plus long terme. Et ça, ce que ça permet, c'est que ça permet d'aller chercher des apprentissages dans l'épreuve qui est vécue. Ça nous permet également de mieux se connaître, de voir ce qui nous sert, ce qui nous dessert. Ça nous invite à des fois toucher à des éléments un petit peu plus souffrants, si je peux dire. Ça peut être des croyances, des chaînes de pensée. Et ça, des fois, pour les gens à l'externe de nous, c'est difficile de comprendre parce que eux n'ont pas nécessairement vécu l'épreuve que nous, on a vécue. Donc, notre épreuve leur est racontée, mais eux, ils ne l'ont pas vécu à l'intérieur d'eux. Donc, parfois, la compréhension des gens qui nous entourent fait que ça réveille des fois des souffrances à l'intérieur d'eux de façon inconsciente. Et le fait de nous voir souffrir ou avoir de la difficulté à passer à travers une épreuve ou rebondir plus rapidement dans ce que eux souhaiteraient nous voir rebondir, ben ça les fait souffrir d'une quelconque façon et eux ne sont peut-être pas prêts à pouvoir faire cette prise de recul-là, d'une certaine conscience de soi. Et le fait d'accepter aussi que la vie nous envoie cette épreuve-là, des fois, parfois c'est difficile de comprendre le sens de pourquoi est-ce qu'on vit ça, puis on peut tomber rapidement dans de la victimite ou de la culpabilité, etc. Et d'accepter que ce qui est à vivre actuellement fait partie du processus de résilience. Je crois que ça, il y a une richesse là-dedans qui est essentielle et qui va nous permettre après ça de nous donner un élan et d'aller vers l'avant. Je dis souvent à mes clients, on peut faire des bonds vers l'avant de plusieurs façons. Puis si j'avais à en choisir deux, je peux faire un bond vers l'avant en ayant les deux pieds joints, un à côté de l'autre, et je vais me propulser vers l'avant. Par contre, si je choisis de basculer un pied vers l'arrière et me propulser vers l'avant, je vais possiblement aller plus loin que si je fais le bond avec les deux pieds joints. Oui. Et ça, c'est ce que j'ai appris qui m'a permis de bien rebondir. C'est l'importance d'être capable de prendre du recul. Et par la suite, lorsqu'on est en mode de passer à l'action, puis qu'on s'est bien entouré et qu'on a accès à nos ressources internes et les ressources externes sont là pour nous appuyer sans jugement, vraiment avec beaucoup d'acceptation, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de bienveillance, de générosité même. Ça nous permet de nous propulser vers l'avant et ensuite de pouvoir en faire autant avec les autres. Wow, super intéressant, Nadine. Ce que je comprends là-dedans, c'est en premier lieu, c'est avoir l'humilité d'ouvrir notre vulnérabilité pour bien s'entourer avec les bonnes personnes. Avoir aussi le courage de dire non, c'est pas encore le moment de bouger pour prendre du recul, reconnaître nos forces, reconnaître ce qui nous sert moins. Et avec ce recul-là, on prend l'élan pour continuer de rebondir vers l'avant, c'est ça? Oui, effectivement. Super. Puis, tu viens de mentionner que une fois que tu as ça, tu es capable d'aider les autres. Parle-nous donc de ta façon d'accompagner tes clients pour les aider à transformer leurs difficultés ou leurs états de stress en résilience.
Oui, ça c'est vraiment important pour moi parce que tu le sais, la maladie du siècle actuellement est la dépression. Il y a beaucoup de souffrance dans nos organisations, puis majoritairement parce qu'on laisse pas place aux aptitudes de l'intelligence émotionnelle. Il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés. On associe souvent l'intelligence émotionnelle à l'émotivité, alors que l'intelligence émotionnelle est quelque chose qui est essentiel dans la réussite de la vie d'une personne. Puis, je pense que la façon dont j'accompagne les gens, que ce soit à travers mon histoire, mais aussi avec la richesse de leur histoire aussi, on a un des métiers les plus beaux au monde d'être des coachs professionnels et d'établir des relations d'affaires qui sont basées sur l'authenticité, l'ouverture, la confiance. Il y a tellement des échanges qui sont riches, sans masque, où est-ce que les gens nous partagent leur vécu, leur histoire et qu'on a une écoute pour comprendre plutôt que d'avoir une écoute pour répondre, où est-ce que les gens sentent qu'il y a peu ou pas de jugement dans ce qu'ils sont en train de vivre et ce à quoi ils aimeraient pouvoir contribuer. Donc, j'amène souvent mes clients à une certaine prise de conscience de soi, à devenir curieux plutôt que de juger que la situation qu'ils vivent actuellement, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle devrait être d'une autre façon, pourrait être, etc. Donc, de devenir curieux, de partir en exploration et de justement s'acquérir de ces aptitudes-là qui sont liées à l'intelligence émotionnelle parce que dans le secteur des affaires, on valorise beaucoup le quotient intellectuel, tout ce qui est logique et c'est essentiel également d'y avoir accès. Par contre, il y a comme une surcompensation actuellement de ce côté-là où est-ce qu'on fait appel à juste la logique des choses et on oublie que à la base, nous sommes des humains. Et les humains ont besoin de connecter ensemble, les humains ont besoin de partage, les humains ont besoin de s'appuyer, de bien s'entourer. Et ça, le fait de pouvoir accompagner les gens à transformer les états de stress, parce que c'est très exigeant dans les environnements de travail, des horaires très chargés, peu de temps de prise de recul, juste le fait de faire de la place à la prise de recul, même si c'était 15 minutes par semaine. Des fois, c'est difficile dans leur agenda de se permettre ça. Voient à la longue le bénéfice de transformer ce stress-là en résilience. Donc, c'est un peu comment on s'y prend. Puis, mon petit côté yogi, de professeur de yoga, bien, je me suis rendu compte que dans les organisations, on ne sait plus comment respirer. Mm-hmm. Puis, donc, j'ai comme ajouté une petite touche yogique à mon approche professionnelle pour aider ces gens-là, ces clients et surtout les gestionnaires qui accompagnent les équipes à réapprendre à respirer pour pouvoir mieux contribuer comme leader. Mm-hmm. Très intéressant. Je faisais un atelier la semaine dernière avec une grosse équipe. Puis, il y a une des étapes à travers lesquelles on passait qui s'appelle l'aspiration. Et l'aspiration, c'est ça que c'est respirer. C'est respirer de l'espoir, de l'espérance dans ce qui nous fait vivre du stress ou de la peur. C'est respirer l'optimisme dans ce qui peut nous faire vivre du pessimisme. Donc, j'apprécie beaucoup ton petit côté yogique. Tu as parlé un peu de célébrer quand tu nous as parlé de ton concept, de ton idée de la résilience. De quelle façon est-ce que tu célèbres tes réussites? Je les célèbre de différentes façons. Donc, une célébration, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut garder ça dans la simplicité. On peut célébrer seul, on peut célébrer aussi en groupe. Donc, quand on a des célébrations que j'appelle des célébrations sacrées, c'est des célébrations qu'on se réserve à soi seul. Ça peut être soit par l'écriture, ça peut être soit par une méditation, ça peut être par de la bienveillance, de la compassion, de la gratitude que l'on peut avoir
envers soi-même. Donc, toutes les douceurs qu'on peut s'être accordées durant les moments qui peuvent avoir été très difficiles à vivre. Et aussi, on peut se permettre de vivre des célébrations à partager avec des gens qui ont su être présents dans notre vie malgré que c'était difficile. Ça s'exprime de toutes sortes de façons. Comme par exemple, demain, je vais avoir l'occasion de faire un shooting photo pour renouveler l'image de marque de l'entreprise et pour lequel les 6 personnes qui vont être présentes avec moi, ce sont 6 femmes qui ont cru en mon projet, qui m'ont soutenu tout au long de la création de mon entreprise, qui célèbre ses 5 ans cette année. Alors demain, on s'en va célébrer, on s'en va prendre des photos pour faire sortir toute l'énergie, l'esprit des services que mon entreprise offre et pour lequel, à travers les photos qui seront prises, on pourra ressentir cette énergie de résilience, cette énergie de célébration, de gratitude, de compassion. Donc, ça n'a pas besoin d'être un party où est-ce qu'il y a 200 personnes et ça peut l'être aussi, mais ce sont toutes sortes de façons là, pour lesquelles célébrer est important, même si c'est qu'aujourd'hui, on a fait une seule action, c'est déjà une célébration en soi, dépendamment de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Wow, merci beaucoup. Puis je vous souhaite vraiment une belle séance de photos avec toute ton équipe. Quelle place est-ce que la célébration prend dans ton processus d'accompagnement? Je rappelle souvent aux gens de célébrer parce que les gens attendent souvent l'ultime objectif, c'est-à-dire quand ils ont atteint ou quand ils ont franchi une certaine ligne d'arrivée. Fait que je parlais tantôt des célébrations sacrées. Donc, d'être capable, par exemple, pour un leader, de reconnaître que dans une rencontre d'équipe, ils prennent conscience que cette fois-ci, il a développé davantage une écoute pour comprendre avec beaucoup de curiosité plutôt qu'une écoute pour juger ou pour répondre. Alors, d'être capable de célébrer que le leader a maintenant un état de conscience, qu'il est capable de se voir dans l'action et qu'il est capable de dénoter, de dire, ah, aujourd'hui, dans mon écoute, je remarque que j'ai effectivement été davantage curieux et le fait d'avoir été curieux m'a donné accès à telle discussion ou m'a permis d'avoir tel échange avec telle personne où j'ai appris une information utile, donc d'être capable de célébrer de cette façon-là que on est en train d'être conscient de nos chaînes de pensée, de ce à quoi on est en train de contribuer au mieux pour avoir un meilleur impact là, sur notre environnement et les gens qui nous entourent. OK. Donc, ça peut être un simple moment d'arrêt pour reconnaître que, wow, aujourd'hui, j'ai réussi à être un petit peu meilleur que ce que j'étais hier. J'évolue. Oui, exact. De savoir qu'on devient des meilleurs humains, si je peux dire. Tellement important, merci. Quel autre conseil est-ce que tu aimerais partager avec des leaders ou des entrepreneurs ou des intrapreneurs qui souhaitent développer leur résilience? C'est un conseil qui me vient de ma grand-mère paternelle qui disait que mieux vaut faire face à la peur que de lui tourner le dos. Et ça, je dirais que ça a pris tout son sens dans ce que je partage dans le livre Ma résilience en affaires, parce que c'est un moment dans ma vie où est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de peur. Donc, la peur était très présente et ce conseil-là m'a été très utile. On sait que dans la vie, il y a majoritairement 2 grandes forces qui vont motiver l'être humain. Donc, on a la peur et on a l'amour. Mais pas l'amour dans tout ce qu'on nous communique là, comme étant fantasme lié à ce qu'un amour parfait serait, mais plus de nous assurer de nous brancher sur une énergie qui va servir. Donc, d'être au service
plutôt que d'être tout le temps en contraction. Alors, on sait que si la présence de la peur, la présence de l'amour va être moins présente. Donc, on va avoir moins accès à des pensées créatives, à nous permettre de pouvoir résoudre des problèmes. On est plus en contraction, refermé sur nous-mêmes. Et puis, on active un peu le cerveau de l'imagination où est-ce qu'il y a toutes sortes de scénarios qui s'opèrent et qui viennent court-circuiter, si je peux dire, les possibilités qui sont là, puis réduit notre champ perceptuel de ce qui nous permettrait de réussir. Donc, mieux vaut faire face à la peur que de lui tourner le dos. C'est une preuve d'amour, c'est-à-dire que d'être face à cette peur-là, c'est de savoir qu'on a suffisamment les ressources à l'interne ou qu'on sera capable de pouvoir trouver les ressources qui nous seront nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer et d'offrir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur, intrapreneur, il est nécessaire pour soi de se rappeler que même si on développe beaucoup de résilience dans notre vie, même si on pense avoir franchi une certaine ligne d'arrivée, la vie va toujours nous challenger, la vie va toujours nous présenter des situations qui vont venir nous brasser de différentes façons ou nous challenger à devenir justement la meilleure version de nous-mêmes. Alors, ce que je souhaite vraiment aux gens, c'est de s'accorder ce privilège-là, de faire face à la peur plutôt que de lui tourner le dos et d'enrichir leur résilience. Wow! C'est très fort ce que tu dis, Nadine. Ce que je retiens, c'est la peur, c'est la contraction, on se referme vers nous, alors que quand on y fait face, c'est la preuve d'amour, on est en expansion, on est en connexion, où on a plus l'aptitude d'être en connexion avec les autres. Donc, un grand merci pour ce conseil-là. Et puis, Nadine, je te remercie sincèrement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je remercie également nos auditeurs de nous avoir entendus jusqu'au bout et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Nadine.